OK, là, j'ai devant moi Max Lacroix. C'est un ancien tireur d'élite, aussi expert en sécurité internationale. Il vient de publier le livre Chien de guerre, dans lequel il raconte son parcours, une enfance difficile qui l'a mené vers le choix de carrière de l'armée. Il a travaillé dans plusieurs pays en guerre. Son histoire est vraiment fascinante. Je l'ai lu, le livre. Bonjour, Max. Bonjour à vous. C'est gentil d'être là. D'abord, je veux préciser, Max Lacroix, ce n'est pas votre vrai nom. Vous cachez votre identité. Pour quelle raison? Pour des raisons sécuritaires, tout simplement. Oui, puis ça fait longtemps que vous utilisez ce nom-là, Max Lacroix? Pas très longtemps, Non, non. c'est en lien avec le livre, j'imagine. Effectivement. Puis là, qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui comme travail, là? Pouvez-vous me décrire un peu en quoi ça consiste, votre métier? Aujourd'hui Oui, même, là, aujourd'hui, ce que vous faites. Parce oui, qu'on va retourner dans toute votre effectivement, histoire, votre dans parcours. mon parcours. Oui, mais Mais aujourd'hui, c'est assez simple. Alors, je travaille en support des opérations humanitaires à l'échelle mondiale. Alors, on appelle des individus comme moi des spécialistes en sécurité. Et puis, on nous dit qu'on doit rentrer dans un pays en particulier et possiblement donner un soutien aux acteurs humanitaires. Et on peut prendre un exemple. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, The World Food Program, doit rentrer et établir un corridor humanitaire en Palestine pour aider les gens en besoin. On le sait, il y a un grand besoin dû à la guerre et au conflit. Alors, les gars comme moi vont sur le terrain en premier, font un dépistage, font le lien avec les autorités, aussi des fois les opposants. Ça peut être des milices, etc., des gangs, des groupes armés. Et on établit des règles de jeu et pour avoir un accord, pour nous laisser rentrer, une fois qu'on a cet accord et aussi un niveau de sécurité, alors là, on peut faire rentrer les groupes humanitaires, que ce soit les docteurs, les spécialistes en eau, la Croix-Rouge, tous ces gens-là peuvent rentrer. Et bien entendu, en même temps, on a toujours des plans qui sont prêts pour faire une évacuation si on rentre dans l'éventualité qu'on doit quitter. Un bon exemple de ça est relativement récente. C'est en Afghanistan qu'on a dû tout quitter et quitter le pays. Alors, on vous fait avez été en l'avance, Afghanistan aussi. absolument, on fait Oui. l'avance, on prépare les plans, on amène le monde humanitaire, les techniciens humanitaires, et puis nous sommes là avec eux, mais on est toujours prêt à quitter, puis à donner un aide de sécurité et une couverture de sécurité. Et là, ce que je comprends de votre rôle, c'est que vous êtes vraiment parmi les premiers à débarquer dans ces pays en guerre, là. Il n'y a pas rien qui est là déjà en place. C'est probablement la position la plus dangereuse. Absolument. Et des fois, c'est aussi Parce que s'ils veulent pas que tout le monde rentre, exactement. mais c'est vous autres qui Alors, payez pour tous. on va là, des fois, Aïe, quand il y a aïe, une aïe. catastrophe, comme un tremblement de terre, ou durant un conflit ou une crise humanitaire, ou durant la guerre. On est d'habitude, les spécialistes en sécurité sont les gars qui sont sur le terrain en premier et qui font l'avance. Ce livre, Chien de guerre, que vous venez de publier, là, c'est un roman autobiographique. Pourquoi avoir eu l'idée de l'écrire, ce livre-là? C'est un petit peu une question difficile parce que, premièrement, je ne suis pas écrivain, pas du tout. Et puis, j'ai pas vraiment aimé l'écriture ou la lecture, OK. mais je me suis On voulait senti, dire de toute dans votre mon vie, passé, là, oui, c'était pas un intérêt. oui, effectivement, mais après ce que j'ai vécu, pas seulement dans ma période professionnelle, mais dans ma période personnelle, alors c'est un récit de 50 ans et quand j'étais en Libye, qui est indiqué dans le livre, j'ai eu quand même une réflexion personnelle à commencer à questionner ce qui se passe. Et un des premiers chapitres, qui s'intitule Le bunker, parle de cette réflexion où on se pose des questions personnelles. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais ici? Quel a été mon but? Et puis, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça a un impact sur quelqu'un, positif ou négatif? Alors, j'ai commencé à poser ces questions et je me suis rendu dans une position où j'avais l'obligation et le devoir de, de, De de, partager de avec nous vos partager le réflexions. message ou de mourir avec. Alors, j'ai décidé maintenant de prendre ce message que je pense qui est un message qui est très pertinent aujourd'hui dans ce monde de crise. Et on doit être honnête avec le problème qu'on voit, de partager ce message avec tout le monde pour donner une lumière et
j'aimerais dire forcer une réflexion. Puis finalement, après toute cette réflexion, est-ce que vous jugez que votre travail est utile? Oui, c'est une bonne question. Vous savez, c'est une question un petit peu dure parce qu'on juge toujours notre travail avec l'impact ou qu'on arrive à la fin de l'objectif. Et j'ai fait une transition personnelle aussi que je ne regarde plus, comme on dit en anglais, the end result. Et je n'ai pas le bon terme en français, mais le résultat Final? final. Oui. Je regarde le chemin maintenant. Et si nous, comme humains, on fait tous notre, pas seulement notre devoir, mais notre maximum durant notre chemin, durant notre traversée, c'est ça qui compte maintenant. C'est pas l'impact final et ultime. Tu vas faire une compétition aux Olympiques, tu n'as pas gagné ta médaille, mais si tu as tout donné, tu es en paix. Tu as tout donné, tu n'avais plus rien. Par contre, C'est on le peut vivre parcours. la déception de ne pas avoir eu la médaille. Absolument. Mais tu Bien sais que sûr. tu ne pouvais plus rien donner. C'est ça qui compte. Alors maintenant, j'ai quand même ce sentiment que j'ai donné tout ce que je pouvais et puis je dois juste finir avec cette dernière mission qui est ce message. Bon, votre livre, là, vous revenez aussi totalement sur votre histoire. Vous l'avez dit, le premier chapitre, bon, on est en Libye avec vous et il y a tous ces questionnements là, qui sont en vous, que vous avez besoin de coucher sur papier. Mais ensuite, on arrive vraiment dans d'où vous venez, votre parcours qui explique un peu pourquoi vous faites ce métier-là aujourd'hui. Pouvez-vous nous raconter justement, c'est quoi votre histoire? Vous êtes fils d'immigrants, c'est bien ça? Effectivement. Alors, premièrement, je suis du Québec, né au Québec, grandi au Québec, pas loin d'ici. Sur la rive sud de Montréal, À Longueuil. Montréal. À À Montréal, Montréal. effectivement. Et puis, j'étais entouré de familles d'immigrants. C'est normal. Alors, il y a eu une grosse diaspora qui passait chez nous. Et puis, j'étais à la tendre âge d'environ 4 à 5 ans, témoin de grandes discussions, des fois un petit peu animées et furieuses, mais beaucoup d'émotions. Alors, quand tu as 5 ans, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux même pas te poser des questions, mais tu observes et tu dois, veux pas, tu commences à absorber toutes ces émotions et cette énergie. Alors, tu te poses des questions et bien entendu, j'ai vu aussi beaucoup de tristesse, non seulement du pays natal de ma mère, mais de la famille. Le pays natal de votre maman, c'est Haïti, c'est Effi- bien ça. Puis votre père, c'est un Français Un vrai, qui un avait, vrai de oui, vrai. immigré en Haïti. C'est là où il a rencontré votre mère. Effectivement, comme dans le livre. Alors, avoir témoigné ces grandes tristesses et ces grandes tensions, avec l'âge, j'ai commencé à développer un peu une rage qui a grandi. Pourquoi tant de déception, d'anxiété, tant de colère? Mais j'ai jamais compris. Et effectivement aussi tant de tristesse envers ma mère. Et puis avec le fil des années, bon, ça a été partie de mon parcours. Je suis rentré vraiment dans la mauvaise traque. Ça s'est passé au secondaire pour vous, hein? Un petit peu avant, Alors où oui, on vous a oui. mis dans une Adolescent, classe qui n'était pas pour vous, une classe oui, spécialisée pour enfants avec troubles d'apprentissage. exactement. Mais vous n'aviez pas de troubles d'apprentissage. Vous aviez des problèmes d'un point de vue psychologique, c'est bien ça. Vous ne vous sentiez pas à votre place. Effectivement. Mais je ne le comprenais pas. On Bien, je doit comprends. accepter Vous ça. êtes tout Ouais. petit. Oui, oui. Alors, ça a encore développé, ça fait boule de neige. Et puis là, j'ai commencé à m'associer avec des gens très négatifs. Et pour trouver se valoriser, j'ai commencé à faire des coups, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et puis, Quel genre de coup est-ce que je peux vous demander? des vols, des petits crimes qui a engendré à des gros crimes jusqu'à l'âge majeur. Mais j'étais effectivement dans une mauvaise ligne, bien entendu, alcool, drogue, ces choses-là, qui fait partie d'un apprentissage de jeunes et je pense aujourd'hui encore beaucoup plus maintenant, beaucoup plus de pression. Mais à un moment aussi avec, je dirais, un encadrement très, très correct du système judiciaire au Québec, à Montréal. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de me parler du bon et du mauvais, et puis aussi, voici tes choix à faire.
Alors, effectivement, à l'âge de 18 ans, après le dernier pardon d'un juge, euh, j'ai décidé de prendre une autre direction. Et puis, encore d'autres problèmes, parce que je n'avais pas d'éducation. Je n'avais pas encore fini techniquement mon secondaire. Alors, on se faisait claquer la porte Peu souvent. importe ce que vous vouliez faire Ouais. ou trouver un Bon. emploi ou aller Mais dans un l'emploi, métier, je je dois comprends. dire, ça a été vraiment la bouée de sauvetage parce que vraiment, à l'âge de 16 et 17 ans, j'ai pu travailler dans un garage. Et quelqu'un qui m'a donné une chance. C'est ça qui a été le déclic. Toujours écouter quelqu'un, donner une chance à quelqu'un. Et puis là, j'ai embarqué dans le travail et ça a commencé à faire comment je pourrais dire, une transition de petit malhonnête et de malfaiteur à une transition d'une personne qui va avoir une vie non seulement droite, mais qui aime travailler. Alors j'avais une option et j'ai trouvé la vie et le courage dans le travail. Alors Et, voici l'option. et comment vous vous êtes retrouvé dans l'armée? Techniquement, j'ai commencé pas dans l'armée. J'ai commencé avec les forces de police au Canada. Et effectivement, avoir eu beaucoup de réponses négatives dans mes applications. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a donné une chance pour me joindre au rang. Et puis, une fois rentré là-dedans, la porte s'est ouverte. Et puis, j'ai embarqué dans des unités spéciales, des formations militaires, paramilitaires au Canada, aux États-Unis, ailleurs, etc. Et qui m'a amené au niveau international, effectivement, en 94, avec les Nations Unies et l'ONU comme casque bleu, techniquement. Qu'est-ce qui vous a mené vers ce choix-là d'aller dans l'armée? Vous savez, Mais pas d'aller dans je peux l'armée, mais de pas vous vous intéresser donner, à cet oui, univers-là plutôt, là, c'est pardon. dans le service en général de justice et du maintien de paix, etc. C'est, ça a été plutôt un appel. Alors, c'est pas une vocation ou un appel. C'est pas quelqu'un qui m'a dit tu vas faire telle chose, tu devrais être dans telle place. Ça, c'est vraiment toi. Alors, il faut savoir suivre aussi son appel, qui est une chose naturelle à l'intérieur, sa voix intérieure. Et c'est ça qui m'a amené vraiment avec mon historique et l'appel et le besoin de justice et de revanche qui Parce que m'a vous aviez vraiment été victime tracé. Oui, d'injustice. et, et c'est pas une coïncidence. On l'indique vous allez le voir dans le livre, je me suis retrouvé, pas par pure coïncidence, mais par chemin déjà tracé, effectivement à traquer des gens en Haïti et dans d'autres pays. Max Lacroix, vous êtes devant moi. Vous êtes ancien tireur d'élite des forces spéciales et antiterroristes. Vous avez écrit le livre Chien de guerre qui vient tout juste de paraître. Je vous garde avec moi. Après la pause, on poursuit la discussion. Max Lacroix, ancien tireur d'élite et expert en sécurité internationale, vient de publier le livre Chien de guerre dans lequel il raconte son parcours, un parcours fascinant. Il explique en fait ses expériences dans plusieurs pays dans le monde qui sont ou qui ont été en zone, qui ont été en guerre, là, avec tout un rôle. Donc, j'ai dit avant la pause, Max Lacroix, qu'on allait vous demander comment vous êtes devenu tireur d'élite. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouais, la suite écoute, de votre entrée dans les forces? j'ai été sélectionné. C'est pas des choses on peut choisir. J'ai été sélectionné pour plusieurs raisons. Une peut-être, c'est le tempérament, mon tempérament, et aussi la capacité d'opérer des fois seul, et d'être patient, et puis d'accepter certaines choses. Alors, on avait estimé que j'avais le caractère pour devenir tireur d'élite. Et à ce moment-là, ils ont décidé, bien entendu, de me demander la question et que j'avais accepté et puis de me former en conséquence. Est-ce que c'est la Et j'ai majorité de votre accepté. carrière que vous avez fait ça? Ou ça Non, a pas duré la une major. certaine Ça partie? a été une partie, ouais. C'est une partie, ouais. C'est une autre phase du parcours. OK. Puis là, ça a été quoi votre première expérience terrain? Ça a Quel été, pays? ça a été la première expérience, et comme indiqué dans le livre, ça a été la mission en Haïti de la MINUA, que j'ai reçu l'appel en 94 et on s'est fait déployer en 95. Et c'était un choc un peu, c'était surreal.
Surréel. surréel, excusez-moi, parce que je retournais dans mes racines et en entendant mes ancêtres et retourner sur le terrain où il y avait eu toutes ces injustices. Alors, vous pouvez imaginer à quoi je pensais, mais j'ai accepté ce défi et ce rôle. Puis, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que quand vous avez quitté ce pays-là, à la suite de cette première expérience, vous étiez dit, moi, je ne remets plus jamais les pieds ici. Puis, vous n'avez pas eu le choix d'y retourner Oui, après le tremblement de terre. effectivement, en 2010, oui. Est-ce que Et ça avait beaucoup changé? ça a empiré. Oui. Et ça continue à s'effondrer et puis à empirer. Ça, c'est très clair. Alors, j'ai une perspective au niveau professionnel d'Haïti d'une phase de 30 ans, 94 à aujourd'hui, et puis je peux voir que systématiquement, il y a un effondrement au côté politique, humanitaire, sécurité, socio-économique, etc., etc. C'est très clair. C'est quoi le moment le plus marquant que vous avez vécu jusqu'à maintenant? J'imagine qu'il y en a énormément, mais celui qui Oui, vous fait le plus réagir quand vous y pensez. je dois dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et puis c'est pour ça que j'ai écrit aussi, pour faire pour purger, faire un vide. Mais alors, j'ai eu une mission particulière au Sri Lanka. Et puis, je suis arrivé là, au Sri Lanka, j'étais avec le gouvernement à l'État, au moment même. Je travaillais pour le gouvernement, j'avais pris une pause, et puis je suis allé là comme contracteur ou spécialiste en sécurité pour une période de 90 jours. Et puis, je suis arrivé sur le terrain et quand j'ai vu pour la première fois vraiment être exposé à une foule d'environ de 4 à 500 000 personnes en besoin d'eau, de nourriture et d'espoir, ça m'a vraiment choqué. C'est comme si on avait ouvert la Bible. Et puis, j'ai vu ça, ça m'a effrayé. Quoi faire, où commencer? C'était c'est impossible de le décrire, il faut être là. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais à la bonne place. Et là, ça a vraiment basculé pour moi. Maintenant, je devais embarquer dans cette nouvelle ligne humanitaire et bien entendu être un professionnel formé, très ardu pour le gouvernement, avec des bonnes équipes, de l'équipement moderne, etc. J'ai tout laissé là. Et je ne suis jamais retourné à mon arrière-carrière. Je suis resté au Sri Lanka. Justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué des zones de guerre où vous avez travaillé, où vous avez œuvré? Euh, Quelque chose en particulier, la misère, la grosse misère. Alors, bien entendu, on a un conflit, mais la misère, et c'est des gens comme vous et moi, le contraste. Je suis du Canada, je suis du Québec, je suis un homme privilégié. Et puis le contraste avec ces gens-là. Alors pourquoi que moi je suis ici, eux ils sont là-bas? Et aussi la grande indifférence à tout ce qui se passe. Ça c'est devenu une grande frustration pour moi, l'indifférence. Puis vous soulevez aussi dans le livre les jeunes garçons qui sont un Absolument. peu laissés à eux-mêmes, hein. Oui. Alors, dans tous ces voyages, pas seulement en zone de guerre, mais j'ai voyagé dans d'autres pays, euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Et je vois beaucoup, une chose que j'ai repérée moi-même, même au Libéria, je vois des jeunes hommes partout. Euh, Ils sont assis dans les cafés, ils traînent sur les autoroutes, ils m'approchent, ils m'encerclent quand j'arrive avec mon véhicule blanc, etc., etc. Et ils ont toujours la même question. Avez-vous du travail pour moi, monsieur? J'aimerais travailler. Alors, encore une fois, je dois faire une réflexion, me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, un humain, en particulier un homme qui n'a pas d'option, qui ne travaille pas, devient dangereux. Et il est facilement recruté. Et on le voit aussi, que ce soit dans nos rues, ici, en Amérique latine, etc. C'est un livre excellent qui doit être lu. Je rappelle, ça s'appelle Chien de guerre. C'est écrit par vous, Max Lacroix, ancien tireur d'élite des forces spéciales et antiterroristes. Vous êtes aujourd'hui spécialisé en sécurité internationale. Vous poursuivez le travail. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Très Merci. apprécié.